Des années après leur mariage, son mari lui avait interdit de retourner au village pour visiter la maison de ses beaux-parents, sous prétexte qu'elle était en plein travaux de rénovation. Un jour, elle apprit que sa belle-mère était décédée depuis déjà 1 mois. Lorsque son mari dut quitter la ville pour le travail, elle décida de se rendre en secret au village pour voir la maison que Madame Rose, sa belle-mère, avait laissée. Mais dès qu'elle ouvrit la porte, elle resta paralysée. Son corps se mit à trembler. L'air se bloqua dans sa poitrine. Et elle comprit que ce qui se cachait derrière cette porte était bien plus sombre que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Avant de commencer cette histoire, je vous invite à m'écrire dans les commentaires de quelle ville vous m'écoutez, à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Cela m'aide énormément à continuer de grandir et à vous proposer des récits toujours plus captivants. Pour reprendre notre récit, personne ne se doutait que cette histoire était en réalité la vie de Céline. Elle était mariée à Marc depuis 8 ans. 8 années qui, vue de l'extérieur, semblaient plutôt heureuses. Ils vivaient dans une maison confortable en banlieue de Lyon. Marc travaillait comme directeur régional dans une entreprise de logistique. Un poste stable avec un très bon salaire. Et Céline, une femme d'une grande douceur et d'une nature dévouée, avait choisi de se consacrer entièrement à son foyer après leur mariage. Leur vie ressemblait à ce que beaucoup envieraient. Les factures étaient payées. La maison toujours impeccable. Un mariage sans cri ni scandale. Pourtant, derrière cette façade tranquille, une épine restait plantée dans le prène, cœur de Céline. Un seul endroit qui, pour elle, demeurait une porte fermée. La maison de Madame Rose, la mère de Marc, dans le petit village de Beaumont-les-Vignes, au cœur de l'Auvergne. En 8 ans de mariage, Céline n'avait vu sa belle-mère que 3 fois. 2 fois au tout début, lorsque Rose avait fait le voyage jusqu'à Lyon pour la rencontrer, et une 3e fois, la première année de leur mariage, lorsqu'ils s'étaient rendus au village. Céline gardait le souvenir d'une femme plutôt silencieuse, au regard doux et serein. Elle ne parlait pas beaucoup. Mais la façon dont elle lui caressait le dos lorsqu'elle la prenait dans ses bras semblait profondément sincère. Céline désirait mieux connaître cette femme qui avait mis au monde l'homme qu'elle aimait, et construire avec elle une relation de tendresse et de confiance. Mais à partir de la 2e année de mariage, cette porte s'était refermée. Depuis 7 ans. Chaque fois que Céline proposait d'aller à Beaumont-les-Vignes pour rendre visite à Rose, Marc répondait toujours la même chose. La maison de maman est en pleine rénovation. Ma chérie, il y a de gros travaux de maçonnerie et de toiture. Il vaut mieux attendre qu'ils terminent. La première fois, l'explication semblait raisonnable. Marc lui avait raconté que la vieille bâtisse en pierre, héritée, après la mort de son père, tombait en ruine. Les poutres étaient pourries. Le toit fuyait. Les fondations devaient être renforcées. En tant que fils unique, il se sentait entièrement responsable. « Je veux que maman vive ses dernières années dans une maison digne de ce nom. » Louis, avait-il dit. Céline s'était alors sentie fière d'avoir un mari si attentionné. Un si bon fils. Elle l'avait soutenu sans réserve. La première année, l'excuse tenait la route. La 2e année, Céline commença à se demander quel genre de chantier pouvait durer aussi longtemps. Marc ajoutait sans cesse de nouveaux problèmes. Le terrain est instable. Il a fallu refaire toute une partie de la charpente. Et les artisans sont une catastrophe. Ils ne respectent jamais les délais. Pestait-il avec un ton d'agacement qui finissait par faire culpabiliser Céline d'avoir insisté. La 3e, la 4e et la 5e année. Cette rénovation s'était transformée en une mauvaise blague que seule Céline entendait. Chaque année, à l'approche des fêtes de Noël, Céline préparait le plus beau des cadeaux pour Rose. Mais c'était toujours Marc qui s'y rendait. Seul, j'en profite pour surveiller les ouvriers.
disait-il. Et puis la route est longue. Tu serais fatigué pour rien. Là-bas, il y a de la poussière partout. Ce n'est pas bon. Pour toi, lui répétait-il avec douceur. Céline, docile par nature, se contentait d'acquiescer et d'envoyer ses pensées les plus affectueuses à sa belle-mère. Avec le temps, elle avait cessé de poser des questions, non pas par manque d'intérêt, mais parce que chaque interrogation se heurtait au même mur. Ce chantier interminable. La réticence de Marc à entrer dans les détails créait, entre eux, une distance subtile, mais constante. Pour tout le reste, elle continuait d'être un bon mari, attentionné, n'oubliant jamais de l'appeler, lorsqu'il était en déplacement, toujours soucieux de son confort. Mais il suffisait que Céline prononce le nom de Rose ou évoque la maison du village pour que Marc se braque, se mette sur la défensive, comme si quelqu'un venait d'éteindre la lumière dans ses yeux. Pendant un temps, Céline avait essayé de garder le contact avec Rose par téléphone. Au début, la vieille dame décrochait. Sa voix semblait faible, mais chaleureuse. Chaque fois que Céline lui demandait quand il pourrait venir voir, Rose répondait dans un murmure résigné. « Demande à Marc. »« Ma fille, je fais ce qu'il décide. » Mais ces 2 dernières années, ce numéro avait cessé de répondre. Son téléphone est cassé. Tout ça est. À son âge, c'est difficile d'apprendre à utiliser un nouvel appareil. Et puis, au village, on capterait mal, avait expliqué Marc. Une fois de plus, cela semblait logique. Mais quelque chose se nouait dans le poing, à ventre de Céline à chaque explication. C'était comme sentir une odeur de fumée, sans jamais voir les flammes. Le doute explosa 3 mois avant la visite de l'avocat. Ce jour-là, en plein cœur de l'été. L'air de la ville était sec et étouffant. Marc venait de rentrer, de l'un de ses voyages d'affaires qui incluait, disait-il, un détour par Beaumont-les-Vignes pour vérifier l'avancée des travaux. Il arriva tard dans la Naut. Épuisée, Céline s'approcha de l'entrée pour l'aider à ranger ses affaires, comme elle en avait l'habitude. En saisissant ses mocassins en cuir, elle se dit, figé, il n'était pas recouvert de poussière de chantier, mais d'une boue rouge, humide et épaisse. Comme s'il venait de traverser un champ détrempé après, une forte averse. « Marc, où as-tu marché pour avoir autant de boue ?» demanda-t-elle doucement. Anne, essayant de garder une voix neutre, Marc, qui était en train de desserrer sa cravate, s'immobilisa. La fatigue son visage fit place à une tension soudaine, et ses yeux se fixèrent une seconde sur les chaussures avant de se détourner. Oh! C'était sur le chantier d'un ami, pas loin de chez maman. Des questions professionnelles, répondit-il beaucoup, trop vite. Mais nous sommes en pleine sécheresse. D'où vient cette boue si fraîche? Insista Céline, sans intention de l'accuser. Simplement perplexe. Pour la première fois en 8 ans, il éleva la voix contre elle. Qu'est-ce que? Tu peux être méfiante? J'arrive exténuée après avoir travaillé toute la journée, et tu me fais subir un interrogatoire pour des chaussures. Est-ce que je t'ai déjà menti sur quoi que ce soit, si je vais au village? C'est uniquement pour ma mère? Tu crois que ça m'amuse de faire tous ces allers-retours? Tu devrais avoir un peu plus de reconnaissance pour ce que je fais. Sa voix était dure, tranchante. Céline sentit ses yeux s'emplir de larmes. Jamais il ne lui avait parlé sur ce palais. Tonne. Elle reposa les chaussures, les mains tremblantes. Pardon. Je ne voulais. Passe. Laisse tomber. La coupa-t-il en s'enfermant dans la salle de bain. Cette nuit-là, Céline dormit en lui tournant le dos. Elle pleura en silence. Et moins à cause des cris que du goût amer du mensonge qu'elle avait perçu dans sa réponse. Il cachait quelque chose. Quelque chose de lourd qui avait un lien avec le village, avec Rose, et avec cette éternelle rénovation qui avait dressé un mur invisible entre elle et la famille de son mari.
Elle comprit pour la première fois que son mariage n'était pas aussi parfait qu'elle tentait de s'en convaincre. Il y avait une fissure profonde. Et cette fissure prenait racine dans cette maison qu'on lui interdisait de voir. Les jours suivants, tout sembla revenir à la normale. Mais c'était une normalité forcée. Après l'incident des chaussures, Marc se montra particulièrement prévenant. Il lui offrit une magnifique robe, l'emmena dîner dans un grand restaurant de la presqu'île, la couvrit de compliments et de petites attentions. Céline accepta tout avec un sourire pâle. Elle savait que c'était sa façon de s'excuser, de colmater avec des cadeaux la brèche qu'il avait lui-même ouverte. Elle laissa faire, non pas par naïveté, mais parce qu'elle se sentait trop épuisée pour affronter la tempête. Elle commença à l'observer en silence, avec une lucidité nouvelle, comme si elle partageait sa vie avec un inconnu qu'il devenait urgent de déchiffrer. Un samedi matin, alors que Céline disposait des madeleines encore tièdes sur un plateau dans la cuisine, Marc lisait le journal sur la terrasse. La matinée était paisible, jusqu'à ce qu'un coup de klaxon brise le silence. Céline regarda par la fenêtre et vit une berline noire rutilante se garer devant le portail. Elle ne reconnaissait pas la voiture. Un homme très bien habillé, in costume, gris, tenant une mallette en cuir. Endescendit. Il vérifia l'adresse sur son téléphone portable et sonna. Céline arrangea ses cheveux et marcha vers la porte d'entrée. Au moment même où Marc se levait, les sourcils froncés. « Vous cherchez quelqu'un ?»« Monsieur ?» demanda Marc avec une politesse tendue. « Bonjour. Êtes-vous bien monsieur Marc Laurent ?»« Oui. C'est moi. Permettez-moi de me présenter. Je suis maître Dumas, notaire associé. Je viens pour une affaire importante concernant. » Il marqua une pause, regardant du coin de l'œil Céline, qui se tenait derrière son mari. « Concernant Madame Rose, votre mère ?» Le cœur de Céline se serra. Que le nom de sa belle-mère soit prononcé par un notaire n'annonçait rien de bon. Marc blêmit instantanément. Le calme qu'il affichait d'ordinaire tomba de son visage comme un masque de papier. « Qu'est-ce passe-t-il avec ma mère ?» demanda-t-il. La voix brisée. « Il vaudrait mieux que nous en discussions à l'intérieur », proposa le notaire. « C'est une affaire strictement privée. » Marc rigide le fit entrer. Céline les suivit, les mains glacées, dans le salon. Elle s'empressa d'aller chercher de l'eau. Mais ses mains tremblaient, tellement que les verres s'entrechoquaient sur le plateau. Lorsqu'elle revint, Maître Dumas avait déjà commencé à parler. « Monsieur, Madame, dit-il d'un ton formel, je suis ici en tant qu'exécuteur, testamentaire désigné par Madame Rose. Votre mère, paix à son âme. » Céline faillit laisser tomber le plateau. « Paix à son âme, » murmura-t-elle, comme si ces mots ne pouvaient pas être réels. Elle regarda Marc, cherchant une explication. Mais il restait immobile, le regard fixé sur la table basse. Le notaire prit une profonde inspiration. « Je suis sincèrement désolé. Madame, Rose est décédée il y a 32 jours à l'hôpital de la région. Des suites d'une insuffisance rénale aiguë, selon les instructions strictes qu'elle m'a laissées par écrit. Je devais vous contacter. Vous, monsieur, en tant qu'unique héritier, exactement 30 jours après son décès, pour régler la question de la succession. » Sa voix était neutre, presque comme s'il lisait un bulletin météorologique. L'aise, oreille de Céline bourdonnait. 32 jours. Plus d'un mois. Sa belle-mère était morte. Et elle n'en savait absolument rien. La belle-fille n'avait pas assisté aux funérailles, ni à la veillée. Elle n'avait même pas pu avoir une pensée pour elle le jour de sa mort. C'était une absence qui pesait, désormais comme une faute. Marc parut s'effondrer. Il cacha son visage dans ses mains et se mit à sangloter. Ses épaules tremblaient. Ses pleurs semblaient déchirants. Mais
Céline le regarda avec une froideur absolue. Elle avait du mal à y croire. Elle avait déjà vu l'ombre de ses mensonges. Maître Dumas, visiblement mal à l'aise, ouvrit sa mallette et en sortit une épaisse enveloppe Kraft ainsi qu'un trousseau de vieilles clés. « Monsieur, » dit-il, en glissant l'enveloppe vers lui, « selon le testament qui a été validé, tous les biens au nom de votre mère, y compris la maison et le terrain de Beaumont-les-Vignes, vous reviennent légalement. Voici les titres de propriété. Etchechi, ajouta-t-il en désignant le trousseau. Ce sont les clés de la maison du Convillage. Céline resta figée. Fixant ses clés comme s'il s'agissait de morceaux de métal, maudit. La clé de tous les secrets. Lorsque le notaire prit congé, laissant derrière lui un silence écrasant, Céline prit enfin la parole. Sa voix était plate. Glaciale. Un mois. Marc. Il sursauta. Ta mère est morte il y a un mois et tu ne m'as rien dit. Ce n'était pas une question. C'était une accusation pure et simple. Marc releva la tête. Dans ses yeux, la douleur simulée se mêlait désormais à la panique. Céline. Je peux tout expliquer. J'étais anéantie. Je ne savais pas comment te l'annoncer. Je ne voulais pas que tu souffres. Tu m'as menti. Le coupa-t-elle. Tu es allé au village il y a 3 mois avec tes chaussures couvertes de boue. Tu n'y es pas allé pour surveiller un chantier. N'est-ce pas? Tu y es allé parce que ta mère était malade. Il bégaya. Oui. Maman était au plus mal. Je l'ai emmenée à l'hôpital. Yenne voulait pas t'inquiéter. Et pourquoi ne pas m'avoir dit qu'elle était morte? Insista Céline. La voix, brisée par la colère et le chagrin. Je suis ta femme. J'étais sa belle-fille. Je n'ai même pas pu me recueillir le jour de son enterrement. C'est justement pour ça, explosa Marc en se levant d'un bond. Je ne voulais pas que tu la vois comme ça. La maison était dans un état pitoyable. Le chantier n'était pas fini. J'avais honte. Je ne voulais pas que tu gardes le souvenir de Beau, ma mère au milieu d'un champ de ruines. Encore cette histoire de rénovation, même face à la mort. Marc se cachait, derrière le même alibi. Il saisit l'enveloppe et les clés, et s'enferma dans son bureau. Céline entendit le cliquetis de la serrure du tiroir de son bureau. Elana venait d'y enfermer ses clés. Et avec elle, tous ses mensonges, elle se laissa tomber sur le canapé, ressentant une peine immense pour Rose. Une femme qu'elle avait à peine connue, et un deuil encore plus amer pour son propre mariage. Ce jour-là, elle comprit que l'homme avec qui elle partageait son lit depuis 8 ans était en réalité un parfait étranger. 4 jours s'écoulèrent après la visite du notaire. Les 4 jours les plus, et longs de leur vie de couple. La maison s'emplit d'un silence lourd. Presque palpable. Marc, après son explosion dramatique, jouait désormais le rôle du fils, éploré. Il passait de longs moments à fixer la télévision éteinte. Il semblait perdu dans ses pensées lorsqu'il croyait que Céline ne le regardait pas, mais elle observait tout, et la seule chose qu'elle lisait dans ses yeux, c'était la peur. Ce n'était pas un véritable chagrin. C'était de la nervosité. La crainte constante que son masque ne finisse par tomber. Céline, elle, s'était transformée. Quelque chose s'était brisé en elle. Mais une, autre part, s'était endurcie. Elle continuait d'accomplir ses tâches. Elle, lui, préparait son café le matin, préparait le dîner, s'occupait du linge. Mais elle le faisait avec une efficacité presque mécanique, sans un mot, sans un sourire. Elle était devenue la spectatrice de sa propre maison, étudiant chaque geste de Marc et guettant la moindre opportunité. L'occasion se présenta le 5e jour, pendant le petit déjeuner. Marc s'éclaircit la gorge et posa sa cuillère avec un geste bien trop calculé. « Céline, » dit-il en adoptant un ton grave, « j'ai un déplacement professionnel de dernière minute. Un gros projet dans une autre région.
Je saurais peu, être absent, 1 semaine. Voire 10 jours. Je pars demain à la première heure. C'était une coïncidence bien trop parfaite. Céline sentit un léger battement à ses stampes. Sa belle-mère était morte depuis 1 mois dans le plus grand secret. Et maintenant, juste au moment où l'héritage devenait officiel, il avait subitement besoin de s'éloigner. « Ah !» fut la seule réponse de Céline. D'une voix de glace, Marc parut mal à l'aise. Peut-être s'attendait-il à des larmes? À ce qu'elle le supplie de ne pas la laisser seule en cette période de deuil. J'ai essayé de refuser, mais mon patron est intraitable. C'est un contrat crucial. Tu seras d'accord pour que je te laisse quelques jours? Demanda-t-il avec une lueur d'espoir. Je me débrouillerai, répondit Céline. Vas-y et fais ce que tu as à faire. Il sembla pousser un soupir de soulagement. Un soulagement beaucoup trop visible. Merci. Mon amour, je t'appellerai tous les jours. C'est promis. Le reste de la journée, Céline l'observa faire sa valise. Elle le vit choisir des chemises avec une énergie qui ne correspondait en rien à celle d'un homme, écrasé par le deuil. Elle l'entendit fredonner en pliant ses pantalons. Elle le et surprit même en train de sourire en regardant son téléphone. Ce sourire lui glaça le sang. Cette nuit-là, Marc se coucha tôt, affirmant avoir besoin de repos avant de prendre la route. Céline ne ferma pas l'œil. Elle resta raide à ses côtés, écoutant sa respiration régulière, pensant que cet homme, le même qui partageait son intimité depuis 8 ans, vivait entouré de mensonges, si épais qu'elle ne pouvait plus voir à travers. Sa tristesse s'était muée en une colère froide, pure, qui lui donnait une force nouvelle. À 5 heures du matin, le réveil de Marc sonna. Il se leva rapidement dans l'habit, pénombre, prit une douche, s'habilla, attrapa sa mallette et se pencha pour embrasser le front de Céline, qui fit semblant d'être encore endormie. Ses lèvres étaient glacées contre sa peau. « You vois, prends bien soin de la maison », murmura-t-il. Céline marmonna quelque chose d'incompréhensible. Elle écouta le roulement de la valise. La porte d'entrée s'ouvrir puis se refermer. Le moteur de la voiture démarrer, puis s'éloigner jusqu'à ce que le silence reprenne ses droits sur la maison. Alors, elle ouvrit grand les yeux. Elle n'attendit pas 1 minute de plus. Elle s'éleva d'un bond. Son cœur battait à tout rompre. Et non pas de peur, mais parce qu'elle savait que l'heure de vérité avait sonné. Sa cible était le bureau de Marc, un territoire interdit, qu'il prenait toujours soin de fermer à clé en son absence. La poignée ne céda pas. La porte était verrouillée. Comme elle s'y attendait, mais Céline ne se découragea pas. Elle savait que Marc était organisé, mais aussi vaniteux et trop confiant. Il n'imaginait pas une seconde qu'elle oserait fouiller. Où cacherait-il une clé de secours? Une idée lui traversa l'esprit. Elle courut à la buanderie où se trouvait le panier à linge avec les pantalons, de costume qu'il avait porté la semaine précédente. Elle fouilla les poches une par une. Rien dans le pantalon gris. Rien dans le beige. Dans le noir. Cessez. Doigts effleurèrent quelque chose de dur et froid dans la petite poche à gousset. Elle en sortit une minuscule clé argentée. C'était la clé d'un tiroir. Cela lui donnait une demi-victoire. Mais elle devait encore entrer dans la pièce. Céline se laissa glisser un instant contre le mur du couloir. Frustrée, faisant tourner la petite clé entre ses doigts. Puis, elle posa les yeux sur l'entrée de la maison. Là, sur le tableau à clé accroché près de la porte, se trouvaient les doubles bien alignés, les clés de la voiture, ceux de la porte d'entrée, tout, portail, et parmi elles, la clé du bureau. Marc était tellement persuadé de sa supériorité qu'il n'avait jamais envisagé qu'elle puisse s'en servir. Les mains tremblantes, Céline décrocha le double, retourna vers le bureau et déverrouilla la porte.
L'odeur de la pièce l'assaillit immédiatement. Un mélange de papier, de parfums de luxe et d'autorité. Tout était méticuleux. Les grands bureaux en chêne, les étagères remplies, le fauteuil en cuir. Elle se dirigea droit vers le bureau, vers les 3 tiroirs de droite. Le premier était bloqué, verrouillé. Elle inséra la petite clé argentée. Elle s'emboîta. Parfaitement. Le tiroir glissa en silence. La première chose qu'elle aperçut fut le vieux trousseau. Les clés que un notaire avait laissées quelques jours plus tôt. Celles de la maison de Beaumont-les-Vignes. Céline les prit. Elles étaient froides, lourdes, avec des crans complexes. Au moment de refermer le tiroir, elle avisa un dossier bleu, placé juste en dessous. Sur l'étiquette, écrit avec l'écriture soignée de Marc, on pouvait lire « Travaux, maison village ». Son cœur frappa contre ses côtes. Elle l'ouvrit. Il n'y avait ni plan d'architecte, ni devis d'artisan. Seulement des dizaines, être des centaines de tickets de caisse et de factures. Des factures de matériaux de construction, des sacs de ciment, des livraisons de sable, des barres de fer, des pots de peinture, des tuiles. Tout provenait de la même grande surface de bricolage située en périphérie de Lyon, avec des dates minutieusement réparties, à la fin de chaque mois, étalées sur 7 ans. C'était beaucoup trop propre, trop symétrique. Ce n'était pas la comptabilité chaotique d'un vrai chantier. C'était le livre de compte lissé d'un mensonge bâti de toutes pièces. Parmi les factures, glissé presque par hasard, se trouvait un petit bout de papier arraché d'un carnet, avec une écriture qui n'était pas celle de Marc. C'était une écriture penchée, nerveuse, incontestablement féminine. Il y était, écrit, « Elle n'a plus de médicaments. Il lui en faut de toute urgence. » Elle. Céline serra le papier dans son poing. Quel médicament? Qui était? Elle, qui avait écrit ce mot? Cette rénovation n'avait plus rien à voir avec des maçons. Il y avait quelque chose de bien plus noir. Elle glissa les clés du village dans la poche intérieure de son gilet, replaça le dossier et la petite clé à leur place exacte, verrouilla le bureau et raccrocha le double dans l'entrée. Il ne restait aucune trace de son passage. Debout dans le salon, le métal froid contre elle, elle sentit la peur s'évanouir, totalement. Il ne restait plus qu'une détermination implacable. Elle se donna 1 heure pour se préparer. Elle ne pouvait pas prendre le risque que Marc l'appelle et perçoive l'anomalie dans sa voix. Elle devait paraître sereine. Elle prit une douche, s'accorda un moment de recueillement dans le silence de l'aube en se forçant à la concentration. L'esprit toujours fixé sur les clés cachées contre sa poitrine. Puis elle fit son sac. Elle ne prit pas de valise. Cela aurait attiré l'attention. Elle attrapa un grand sac en toile. Fourra des vêtements confortables. Une trousse de toilette. Et surtout, tout l'argent liquide qu'elle possédait, réuni depuis son portefeuille et une boîte d'économie. Elle n'avait pas l'intention d'utiliser sa carte bancaire. Les moindres paiements pourraient être tracés. Elle saisit son téléphone, hésita 1 seconde, et prit une décision. Si elle l'éteignait, Marc trouverait ça suspect et pourrait faire demi-tour. Elle le laissa allumer, sur mode silencieux. S'il appelait, elle ne répondrait pas. Puis, lui enverrait un message banal. J'étais sous la douche. Je me suis recouchée. Ce serait suffisant. Elle commanda un chauffeur sur son application jusqu'à la gare routière. Passe là, gare SNCF. Les gares ferroviaires ont trop de caméras, de contrôle. La gare routière, avec son flot constant et anonyme, était le meilleur point de départ pour se volatiliser. Le trajet en voiture lui parut irréel, assise à l'arrière. Elle regardait la ville s'éveiller, les gens qui couraient pour aller travailler, les enfants avec leurs cartables, les camions de livraison.
Céline avait l'impression de se détacher de sa propre existence. Comme si, au lieu de la femme au foyer effacée, elle était devenue une fugitive. Mais elle ne fuyait pas la justice. Elle fuyait le mensonge. Au guichet. Elle acheta un billet de car pour la sous-préfecture la plus proche, de Beaumont-les-Vignes. Elle ne prit pas un billet direct pour le village. Elle ne voulait pas que sa destination finale apparaisse dans un quelconque registre. Elle paya en espèces et prit place côté fenêtre. Le car se remplit vite, mêlant des odeurs de café, de parfums bon marché et de diesel. Céline s'en moquait, tandis que le véhicule s'élançait, laissant derrière lui le bruit de l'agglomération lyonnaise. Elle ressentit un soulagement étrange. C'était la première fois depuis très longtemps qu'elle se trouvait hors de portée de Marc et de ses explications empoisonnées. Le trajet dura 5 heures. 5 heures qu'elle passa à regarder le paysage défiler. L'asphalte dense de la ville céda la place aux routes sinueuses. Les immeubles furent remplacés par des champs vallonnés. L'air lourd par un ciel plus vaste. Dans sa tête, les pièces du puzzle tentaient de s'emboîter. Mark affirmait que la maison était éventrée, en rénovation totale. Mais tous les matériaux achetés restaient dans la région lyonnaise. D'après les tickets, les mots parlaient de médicaments. Le notaire avait dit que Rose était morte à l'hôpital d'un problème au rein. Était-ce la vérité? Ou Rose avait-elle agonisé chez elle? Qui était la femme du petit mot? Et pour qui étaient ces médicaments? Lorsque le car arriva à la gare routière de la sous-préfecture, Céline descendit et se dirigea vers l'arrêt des navettes locales. Elle demanda à un chauffeur où elle pouvait prendre un transport pour Beaumont-les-Vignes. L'homme la regarda et répondit « Beaumont-les-Vignes? Oui. C'est le petit car bleu. Juste là. Bah. C'est un village très connu dans le coin. » dit-il en désignant le véhicule. Céline fut surprise. Cela ne ressemblait pas au trou perdu au bout d'un chemin, de terre impraticable que Marc décrivait toujours. Elle monta dans la navette, occupée par quelques femmes qui rentraient du marché. L'une d'elles, au visage aimable, s'installa à côté d'elle. Un peu plus tard, Céline prit son courage. « Ah, demain. Excusez-moi. Madame, savez-vous où se trouve la maison de Madame Rose? La mère des Marc ?» demanda-t-elle sans donner trop de détails. La femme la regarda aussitôt avec un mélange de curiosité et de compassion. « Oh, la pauvre. Et vous? Vous êtes de la famille? Ça fait plus d'un mois qu'elle nous a quittés. » Céline sentit sa gorge se nouer et mentit. « Je suis une cousine éloignée. » Elle avait trop honte d'avouer qu'elle était la belle-fille qui n'avait même pas assisté à la mise en bière. « Eh bien. Écoutez. Vous descendez à l'arrêt de la mairie. Vous continuez tout, 3, et vous prenez la ruelle juste après la boulangerie. C'est la maison tout. Au fond, celle avec la grande façade blanche et le magnifique jardin. C'était là qu'elle habitait, expliqua la femme avec force détail. Magnifique jardin. Façade blanche. Répéta Céline intérieurement. Merci beaucoup, murmura-t-elle. Elle descendit à l'endroit indiqué, et l'air pur du village lui frappa le visage. Calme et propre, à des années-lumière de l'image de la masure isolée que Marc avait peinte. Elle suivit les indications, passa la boulangerie, s'engageait dans la ruelle pavée et soignée, bordée de coquettes maisons en pierre. Au bout de l'impasse, elle la vit, la maison, et ses pieds se clouèrent au sol. Ce n'était pas une ruine. Ce n'était pas un chantier entouré de sacs de gravats et de bâches. C'était magnifique, bien plus imposante et luxueuse que leur propre maison de banlieue. Une rénovation au charme fou, mêlant l'ancien et le moderne. Des murs aux pierres rejointoyés de façon impeccable. De larges baies, vitrées encadrées de bois noble. Devant, un jardin taillé au millimètre. Gazon digne d'un golf. Des massifs de roses. D'hortensias et de jasmines. Fleurs. Il n'y avait aucun tas de sable,
Aucune bétonnière. Aucun bruit, d'ouvrier. Pas même une once de poussière. Céline fut prise de nausée. 7 années de mensonges sur des charpentes, effondrées et des toitures percées. Et ce qu'elle avait sous les yeux était digne d'un magazine de décoration. Marc n'avait pas caché une ruine par honte. Il avait caché un palace. Pourquoi refusait-il qu'elle la voie? À quoi servaient toutes ces factures de travaux en ville? Où était réellement passé l'argent de la succession? Les mains tremblantes, Céline plongea la main dans sa poche et referma ses doigts sur le métal froid de la grosse clé. Elle poussa le portillon en fer, forgé, qui n'était même pas verrouillé, et gravit les 3 marches du perron. Son cœur battait si fort qu'elle eut peur qu'on l'entende depuis l'intérieur. Elle inséra la clé dans la lourde porte en chêne. Elle tourna avec une fluidité parfaite, comme si la serrure venait d'être huilée. Le pêne céda avec un déclic, presque accueillant. La porte était déverrouillée. Mais elle ne parvenait pas à la pousser. Ses jambes pesaient des tonnes. Elle se tenait sur le seuil d'une nouvelle vie, ou d'un cauchemar absolu. Qu'allait-elle trouver? Une maison, vide, les stigmates d'une longue agonie. Ou pire encore, à cet instant, une voix la fit sursauter. « Vous cherchez quelqu'un » ? « Mademoiselle. » La voix venait du côté. Céline se tourna brusquement. Derrière une haie de lauriers qui séparait la propriété de la voisine, une femme d'une 60aine d'années, vêtue d'une robe à fleurs, un sécateur à la main, l'observait avec curiosité. Céline déglutit. Elle ne pouvait pas fuir. « Oui » balbutia-t-elle. « Je cherche la maison de Madame Rose. » La femme fronça les sourcils avec tristesse. « Oh ! La pauvre. » C'était bien ça, maison. Elle est partie il y a un peu plus d'1 mois. Maintenant. Et vous êtes qui? Qu'avez-vous? Céline hésita une fraction de seconde à réutiliser le mensonge du quart. Mais elle comprit que cela ne la mènerait nulle part. Je m'appelle Céline. Madame. Je suis la femme de Marc. La mâchoire de la voisine sembla se décrocher. Le sécateur lui échappa presque. Des mains. La femme de Marc, répéta-t-elle. La voix perchée par la stupeur. Oui. Il y a un problème? La voisine secoua la tête. Toujours abasourdie. Mon Dieu. Je suis Thérèse. Ma petite. Votre voisine d'à côté. C'est que. Ici. Tout le monde était persuadé que la femme de Marc était gravement malade. Céline sentit la terre s'incliner sous ses pieds. Gravement malade? Oui. Acquiesça Thérèse en baissant la voix. Marc nous disait toujours que sa femme, à Lyon, était au plus mal. Une maladie auto-immune très rare. Qu'elle ne supportait pas la poussière. Le moindre stress. Le moindre effort. C'est pour ça, selon lui, que vous ne pouviez jamais venir au village. Tout le monde avait pitié de lui. Le pauvre garçon, coincé entre une femme à l'article de la mort en ville et une mère malade ici. Céline ferma les yeux un instant. Le mensonge s'étendait, tentaculaire, recouvrant tout. « Et Rose ?» De quoi souffrait-elle au juste? Demanda-t-elle, d'une voix éraillée. Le visage de Thérèse s'assombrit. C'est bien ça qui est étrange. Elle allait, très bien. Elle venait avec moi au loto du village. Et puis d'un coup, il y a environ 2 ans, elle a disparu de la circulation. Comme si on l'avait cloîtrée. Avec d'autres voisins, on a essayé de passer la voir. Mais Marc apparaissait toujours au bon moment. Maman se repose. Elle ne peut voir personne. Le médecin craint les infections. Toujours une bonne excuse. Et puis, il a fait installer ce grand portail électrique que vous voyez là. Il n'y était pas avant. Il disait que c'était pour sa sécurité, mais on aurait dit une prison. Céline sentit un vide glacial se creuser dans son estomac. Alors, elle est bien morte d'une maladie? Thérèse soupira.
Selon Marc, oui, une défaillance des reins, mais personne ne l'a jamais vu dépérir. On a juste appris, du jour au lendemain, qu'elle était morte. Il a organisé les obsèques en vitesse. Dans la plus stricte intimité, El Pruvan a expliqué qu'il ne voulait pas vous l'annoncer parce que vous étiez trop fragile pour supporter un tel choc. Les larmes montèrent aux yeux de Céline. Marc ne l'avait pas seulement exclue de l'enterrement. Il s'était servi d'elle comme d'un bouclier. Et cette fameuse rénovation, osa-t-elle demander, en pointant du doigt la pelouse immaculée et la façade flambant neuve. Thérèse laissa échapper un petit rire amer. Quelle rénovation? Cette maison? NSEmen. Il l'a fait retaper de fond en comble. Il y a 5 ans. Et depuis, plus rien. Pas l'ombre d'un artisan. Par contre, ce qu'on voyait défiler, c'était les livreurs. Presque toutes les semaines, des meubles de designer, des canapés or, de prix, des écrans géants. Et le plus bizarre? Elle hésita. Je vous en prie. Dites-le-moi, supplia Céline. Le plus bizarre, c'était les colis pour enfants, des petits vélos, des boîtes de jouets, des peluches, des quantités industrielles. J'ai posé la question une fois, et Marc m'a répondu que c'était pour faire des dons à un orphelinat de la région. Et bien sûr, le cœur de Céline se remit à cogner violemment. Des jouets. Le mot pour les médicaments. Et l'anaut, ajouta Thérèse en chuchotant presque. Parfois, on entendait des voix, pas la voix fluette de Rose. Non, la voix d'une femme beaucoup plus jeune, qui riait, ou qui discutait à voix basse avec Marc sur la terrasse, et de temps en temps, on entendait un enfant. Céline blêmit. Je pensais que je devenais folle. S'empressa d'ajouter Thérèse. Mais je l'ai entendu plusieurs fois. Le matin, la maison était de nouveau silencieuse. Tout, ce qu'on savait, c'est que Rose était enfermée à l'intérieur, et que Marc faisait des allers-retours avec sa belle voiture. La voisine regarda Céline avec une profonde pitié. Je ne savais pas que vous ignoriez tout ça. Ma fille. Céline secoua lentement la tête, les larmes coulant librement sur ses joues. Je ne savais rien. Thérèse soupira. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais cette maison appartenait à votre belle-mère. Vous avez parfaitement le droit d'y entrer, s'il se passe quoi que ce soit. Chris, je serai juste ici. Elle la laissa seule face à la porte entr'ouverte. Céline essuya ses larmes du revers de la manche, prit une profonde inspiration et poussa la porte. Elle s'ouvrit sans un bruit. La première chose qui l'accueillit fut un courant d'air, froid, beaucoup trop froid, comme si la climatisation tournait à plein régime, mêlé à une odeur déconcertante. Un parfum d'ambiance luxueux à la fleur, d'orange, superposé à des relents de désinfectants industriels. Un homme, tout au fond, la lourdeur d'une pièce mal aérée. Elle se trouvait dans le salon, et rien de tout cela ne rappelait une maison de campagne rustique. Le sol était recouvert d'un parquet massif vitrifié. Les scènes, canapés d'angle, immenses, étaient en cuir blanc immaculé. Un téléviseur démesuré trônait sur un mur habillé de pierres de parement. Tout semblait neuf. Hosti, pris, à peine utilisé. C'était infiniment plus luxueux que le pavillon où elle vivait avec Marc. Puis, ses yeux se posèrent sur le mur principal. Il y avait des dizaines de cadres argentés, alignés avec un soin maniaque. Céline s'approcha lentement. Sur chaque photo, il y avait Marc. Marc souriant devant la tour Eiffel. Marc dévalant une piste de ski dans les Alpes. Marc soulevant un trophée de golf. Marc posant devant une voiture de sport qu'elle n'avait jamais vue. C'était un hôtel dédié à sa propre gloire. Il n'y avait pas une seule photo de Rose. Ce qui était encore plus blessant, c'est qu'il n'y avait aucune photo de Céline.
Pas des souvenirs de leur mariage, de leur voyage. Dans cette maison, sur les murs que sa belle-mère était censée contempler. Son mariage avec Marc n'existait tout simplement pas. Comme s'il n'avait jamais eu lieu. Hébétée. Elle traversa la pièce et atteignit la salle à manger, où une table, pour 8 personnes trônait, parfaitement dressée. Elle pénétra ensuite dans la cuisine. Une cuisine de cuisiniste haut de gamme, îlot central, four à vapeur, encastré, réfrigérateur américain. Sur la porte de l'appareil en inox, quelques choses brisaient cette froide perfection. Un dessin d'enfant, accroché par un magnet. Céline s'approcha. C'était un dessin au feutre. 3 bonshommes se tenant par la main sous un grand soleil jaune. Un adulte de grande taille. Une femme aux cheveux longs. Et un petit garçon au milieu. Au-dessus de la tête de l'homme, avec une écriture maladroite d'enfant. Un mot clair et net. Papa. Le souffle de Céline se bloqua. Papa. Pas tonton. Ni monsieur. Papa. Elle recula hors de la cuisine et s'engagea dans le grand couloir. Il y avait plusieurs portes. Elle ouvrit la première. Une chambre d'amis, sophistiquée, sans signe d'occupation. La deuxième. Une luxueuse salle de bain sentant l'eucalyptus. La troisième porte, au fond du couloir, était fermée à clé. Vu son emplacement, Céline en déduisit qu'il s'agissait de la chambre principale, celle qui aurait dû être celle de Rose. Elle sortit le trousseau de sa poche, isola la plus petite clé et l'inséra d'une main tremblante. Il lui fallut 3 essais pour trouver la bonne encoche. Mais elle finit par tourner. Le cliquetis résonna dans sa poitrine comme une détonation. Elle ouvrit. L'odeur la frappa comme un coup de poing. Ce n'était plus le parfum de luxe du salon, mais les effluves concentrés de médicaments, d'alcool chirurgical, des désinfectants et de décomposition. Le genre d'odeur qui imprègne les murs des chambres de fin de vie. La lumière était faible. Les volets mi-clos empêchant le soleil de percer. Quand ses yeux s'habituèrent, elle découvrit la scène. Au milieu de la pièce, sur le sol immaculé, trônait un lit médicalisé avec des barrières de sécurité. Pas un beau lit en bois avec une jolie couette, mais un lit d'hôpital. Désormais, vide, le matelas, recouvert d'une housse en plastique, était à nu. Dans un coin, une potence à sérum se dressait comme un squelette métallique oublié. Sur la boue, table de nuit, s'empilaient des flacons vides, des syrops, des plaquettes de cachets, des boîtes de médicaments entamées, une petite bouteille d'oxygène gisait sur le sol, son tuyau pendillant tristement. C'était là qu'avait été la prison de Rose. Céline fut submergée par une vague de rage et de pitié. C'est là, confinée dans cette chambre médicalisée, étouffante, que la femme qu'elle aurait tant voulu chérir comme sa propre mère avait passé ces dernières années. « Mon Dieu, Rose !» murmura-t-elle, les larmes coulant sans retenue. Mais ce n'était que la moitié de la pièce. La chambre était immense et semblait divisée en 2 espaces distincts. La zone du lit médicalisé était sombre. Sinistre. Céline fit quelques pas vers l'autre moitié. En essuyant ses yeux, lorsqu'elle releva la tête, elle manqua de défaillir. Le mur qui faisait face au lit n'était pas blanc. Il était peint d'un bleu, pastel doux, et recouvert du sol au plafond de photographie. Pas les mêmes, clichés narcissiques du salon. C'étaient des photos de famille. Sur toutes, il y avait Marc, mais il n'était pas seul. Sur chaque image, il enlaçait une jeune femme magnifique, aux longs cheveux détachés, le sourire éclatant. À leur côté, un petit garçon de 4 ou 5 ans, avec les mêmes yeux rieurs et le pointsier, même sourire que Marc. Il y avait des photos à la mer. L'enfant perché sur les épaules de Marc, des photos d'anniversaire.
Les deux adultes embrassant les joues du garçon face à un gâteau. Des photos dans ce même salon. Tous les trois, lovés sur le canapé blanc. L'incarnation de la famille idéale. Et puis, elle vit la photo la plus cruelle de toutes. Elle avait été prise dans cette pièce même. Mark. La jeune femme et le petit garçon posaient tout sourire, au pied du lit médicalisé. Derrière eux, sur le matelas, gisait Rose, squelettique, le regard perdu dans le vide. Son corps mourant n'était qu'un simple arrière-plan. Un macabre décor pour immortaliser le bonheur factice de son fils. Céline sentit le monde s'éteindre autour d'elle. Là, sur ce mur bleu, trouvait la réponse à 7 années de mensonges. Mark avait une seconde famille. Cette éternelle rénovation n'était que la construction de sa double vie. Finançant un foyer luxueux pour sa maîtresse et son fils caché avec l'argent qu'il prétendait injecter dans la maison de sa mère, et Rose, la véritable propriétaire des lieux, avait été forcée d'assister à ce spectacle. Emmurée, vivante face à cette galerie de portraits, Céline recula en titubant jusqu'à l'encadrement de la porte. Elle se laissa glisser sur le sol froid du couloir, incapable de pleurer, incapable de respirer. Elle ne sut pas combien de temps elle resta là. 10 minutes, 1 heure. Le temps avait perdu son sens. Finalement, l'état de choc commença à se dissiper, laissant place à une chose dure, acérée, qui s'ancra au creux de son ventre. Une fureur absolue, ce n'était plus seulement une trahison conjugale. C'était d'une cruauté innommable. Il avait transformé la fin de vie de sa propre mère en coulisses de son théâtre macabre. Avec des gestes saccadés mais précis. Céline se releva. Elle n'allait pas s'effondrer. Elle n'allait pas fuir. Elle avait ouvert cette porte. Elle irait jusqu'au bout. Elle retourna dans la chambre. Elle fixa le lit vide. Imaginant Rose allongée là, cherchant son souffle, écoutant les rires résonner de l'autre, côté du mur. Puis elle regarda les photos. Elle transpirait une arrogance si obscène qu'elle lui donnèrent la nausée. D'un geste impulsif. Elle commença à les arracher une par une. Peu importait que les cadres se brisent sur le sol. Isolée, lui fallait des preuves. Elle n'allait pas ressortir d'ici avec seulement de la colère en poche. Alors qu'elle détachait la grande photo de l'anniversaire, son regard fut attiré par la table de chevet près du lit de malade. Les tiroirs étaient fermés. Elle laissa tomber le cadre, le verre volant en éclats, et ouvrit le premier tiroir. Des dizaines de boîtes de vitamines et de paracétamol, rien qui ressemble à un traitement lourd pour une insuffisance rénale. Encore un mensonge. Le deuxième tiroir contenait des compresses stériles, de la bétadine, de l'alcool, lait. Troisième tiroir était rempli à ras-bord. Sur le dessus, des paquets de couches, pour adultes. Céline marqua un temps d'arrêt. Son cœur se serra douloureusement. C'était ainsi qu'il gérait l'intimité et la dégradation de la pauvre femme. Elle écarta les paquets. Tout au fond, elle trouva un vieux cahier d'écolier. À la couverture, corné, elle le sortit. Les mains de nouveau agitées de tremblement. Elle l'ouvrit. Sur la première page, une date remontant à 3 ans. Et une écriture, tremblante, mais appliquée. L'écriture d'une personne âgée. Aujourd'hui, Mark m'a annoncé qu'il allait faire de grands travaux. Il veut que je sois bien, installée pour mes vieux jours. Que Dieu le bénisse. C'est un si bon fils. Céline déglutit et tourna la page. Des mois plus tard, une nouvelle entrée. La maison est magnifique. Digne d'un château. Mais c'est bizarre. Mark a fait poser un grand portail électrique. Il me dit que je ne dois plus sortir seule pour ne pas tomber. Je l'écoute. Il sait ce qui est bon pour moi. Les notes s'espaçaient. Puis, 2 ans plus tôt, Mark a amené quelqu'un. Une très belle fille. Il m'a dit qu'elle s'appelle Valérie, que c'est une collègue, qui a des soucis,
et qui a besoin de loger ici quelque temps. Il l'a installée, dans la chambre d'amis, mais j'ai entendu Marc dire à la voisine que c'était moi, qui était très malade. Je vais très bien. Je ne comprends pas. Le sang de Céline battait à ses tempes. Valérie, le visage souriant sur les photos avait désormais un nom. Elle tourna encore quelques pages. Il y a un an et demi. Valérie est revenue avec un petit Léo. Marc prétend que c'est le fils d'une amie décédée, qu'il les dépanne. Mais ce petit a le même regard que Marc au même âge. Je ne suis pas folle. C'est mon sang. Les larmes de Céline tombèrent sur le papier jauni. Elle continua sa lecture. Marc est entré dans une rage folle quand je lui ai demandé si le petit était de Loï. Il m'a hurlé dessus. Il a dit que j'étais sénile, que je perdais la tête. Il m'a interdit d'en reparler. Depuis ce jour, il m'enferme à clé dans cette chambre. Il dit que c'est pour me protéger des microbes. Valérie et le petit sont maîtres chez moi. Et moi, je suis en prison. L'écriture devenait de plus en plus chaotique. Les lignes déviaient, témoignant de sa faiblesse grandissante. Les dernières pages étaient un appel au secours. Je n'ai plus mes cachets pour le cœur. Marc les a pris. Il m'a donné autre chose à la place. Il dit que c'est plus moderne. Mais j'ai la poitrine écrasée. J'ai supplié Valérie de m'aider. Mais elle est terrifiée par lui. Marc a fait venir un notaire. Il veut me forcer à signer une procuration pour tout mettre à son nom. J'ai refusé. J'ai jeté le stylo. Alors il m'a menacé. Il a dit qu'il pourrait arriver malheur à Céline. À Lyon. Si je ne faisais pas ce qu'il disait. Que Dieu me pardonne. Il s'est servi de toi pour me terroriser. Céline dut plaquer une main sur sa bouche pour retenir un cri. Marc avait utilisé sa propre femme comme moyen de chantage contre sa mère. Elle est l'autre là, toute dernière page. Écrite dans un gribouillis presque illisible. Ce n'est plus mon fils. C'est un monstre. Il m'enferme. Il installe sa maîtresse chez moi. Et il me laisse mourir à petit feu. Céline, si un jour tu trouves ce cornet, pardonne-moi de ne pas avoir pu être une meilleure belle-mère. Yeten, se plaît. Céline, punisse-le. Ne le laisse pas gagner. Aide-moi. Elle serra le cahier contre sa poitrine et éclata en sanglots. Pas pour son mariage brisé, mais pour Rose, pour sa solitude effroyable, sa terreur, sa fine, indigne. Elle pleura jusqu'à ce que ses yeux soient secs. Puis, comme si les homo punisse-le s'étaient gravés au fer rouge dans sa chair, elle essuya son visage d'un revers de main brutal. Le deuil devait laisser place à la justice. Elle se souvint du petit mot trouvé dans le bureau à Lyon. Elle n'a plus de médicaments. Elle se rua vers le tiroir des couches et fouilla frénétiquement. Elle trouva d'autres bouts de papier. Tous avec l'écriture de Valérie. Des listes de courses. Lait de croissance pour Léo. Couche Léo taille 4. Doliprane enfant pour Léo. Elle comprit. Les médicaments urgents du message n'étaient pas pour Rose. C'était pour son fils illégitime. Marc s'inquiétait. Plus pour la fièvre d'un bambin que pour le cœur défaillant de sa propre mère. Céline rassembla ses preuves. Le journal de Rose. Les listes de courses de Valérie. Les photos arrachées du mur montrant cette pseudo-famille heureuse. Et, surtout, ce cliché abject où Rose agonisait en arrière-plan. Elle sortit de la place d'Ovley, pièce et claqua la porte. Elle traversa le couloir. La cuisine. Le salon, d'exposition sans un regard en arrière. Cette maison n'était pas un foyer. C'était le mausolée d'une imposture. Elle ouvrit la porte d'entrée, sortit, et respira l'air chaud de l'après-midi, comme si elle émergeait d'une noyade. Elle serrait le cahier et les photos aussi, fort que ses phalanges étaient blanches. Elle savait exactement ce qu'elle devait faire. Elle traversa la pelouse à grandes enjambées jusqu'à la maison de Thérèse. Plus, le temps pour les formules de politesse. Thérèse, j'ai besoin de votre aide.
lança-t-elle avec un calme terrifiant. La vieille dame lut dans ses yeux l'horreur de ce qu'elle venait de découvrir, la fit entrer précipitamment dans sa petite cuisine fraîche. « Qu'est-ce que vous avez trouvé ?»« Ma fille ?» Céline fixa le mur face à elle. « Moi. J'ai été empoisonnée par ses mensonges. Miss Rose. »« Rose. Il l'a tuée. » murmura-t-elle. « Il l'a enfermée à double tour. Il l'a privée de ses médicaments pour le cœur et l'a laissée s'éteindre à petit feu. Pendant qu'il paradait ici avec sa maîtresse et son bâtard, Thérèse porta la main à sa bouche, étouffant un cri. « Que Dieu nous protège !» Céline posa violemment le cahier sur la toile cirée. Tout est écrit de sa main. J'ai besoin d'appeler le notaire qui est venu chez moi à Lyon. Maître Dumas. Dieu n'est pas son portable, mais je connais le nom de l'étude. Est-ce que je peux utiliser votre téléphone fixe? Thérèse lui désigna le combiné sur le bahut. Bien sûr. Ma petite. Fais tout ce que tu dois faire avec son portable. Céline trouva le numéro de l'étude notariale Dumas, associé, sur Internet, et le composa depuis le fixe de Thérèse. Étude Dumas. Bonjour, répondit la standardiste. Passez-moi maître Dumas. C'est une urgence vitale. Dites-lui que c'est Céline, la femme de Marc et la belle-fille de Madame Rose. Il y eut un bref silence. Nick vitesse passe. Le cœur de Céline cognait lourdement. Enfin, la voix solennelle retentit. Madame, le notaire semblait pris de court. Comment avez-vous eu mon numéro direct? Tout va bien. Je suis à Beaumont-les-Vignes, répondit Céline d'une voix d'airaine. Dans la maison de Rose, il laissa échapper un souffle de stupéfaction. Au village? Mais votre mari m'a certifié que vous étiez gravement malade. Et lui-même est censé être en déplacement. Marquement, le coupa-t-elle. Il ment surtout. Maître Dumas, je suis entrée dans la maison. J'ai les preuves que Rose n'est pas morte d'une simple insuffisance rénale. Mon mari l'a séquestrée, l'a privée de soins et l'a laissée mourir. Pendant qu'il vivait sous son toit avec une autre femme et un enfant caché, Rose a tout consigné dans un journal. Un silence de plomb tomba sur la ligne. Céline imaginait presque l'homme de loi, se passer la main sur le visage. Je m'en doutais. Lâcha-t-il finalement? Pas de quelque chose d'aussi machiavélique? Mais je savais qu'il y avait un problème. Comment ça? Demanda Céline. 2 mois avant sa mort, Madame Rose a réussi à me téléphoner en cachette. Elle était terrorisée. Elle m'a expliqué que Marc essayait de la forcer à signer une procuration pour vider ses comptes et modifier son testament. Elle refusait de lui laisser le moindre centime. Elle voulait que l'intégralité de son patrimoine vous revienne. À vous, sa belle-fille, la seule personne en qui elle avait confiance. Elle m'a supplié de l'aider à verrouiller le testament. Céline serra le combiné à s'en blanchir les jointures. Le carnet disait vrai. Je préparais les actes quand Marc a débarqué à mon étude, raconta le notaire. Elle, qui m'a assuré que sa mère déclinait vite, qu'elle perdait la tête et ne pouvait plus recevoir personne, ni rien signer. 1 mois plus tard, il m'annonçait son décès en me fournissant un faux certificat médical et un vieux testament à son veille. Avantage. J'avais des doutes sérieux, mais aucune preuve matérielle pour m'opposer à la succession. Maintenant, nous les avons. Trancha Céline. Le journal intime est accablant. Elle y décrit le chantage, les menaces en utilisant mon nom. J'ai aussi toutes les preuves de l'existence de cette seconde famille, de la façon dont il s'est accaparé la maison et de l'isolement de sa mère. Le ton de l'officier public changea du tout au tout. Il devint tranchant. Marshall, écoutez-moi très attentivement. Madame, n'appelez pas la gendarmerie. Tout de suite. Marc est rusé. S'il se doute que vous l'avez démasqué, il pourrait faire disparaître les preuves ou prendre la fuite. Je contacte immédiatement le procureur de la République pour obtenir une commission rogatoire en urgence. Je pars sur le champ avec la brigade de gendarmerie.
Comptez bien 4 heures de route. Restez chez votre voisine. Ne retournez, surtout pas seul dans cette maison. Et quoi qu'il arrive, n'appelez pas votre mari. Autre chose, ajouta Céline en regardant Thérèse, qui hocha la tête pour l'encourager. Marc n'est pas en voyage d'affaires. Il n'a pas quitté la région. Thérèse prit le téléphone des mains de Céline. Maître, c'est Thérèse. La voisine. Marc n'est allé nulle part. Il a fait construire une autre maison dans le village d'à côté, à Saint-Clément. Une grande villa moderne pour sa maîtresse. Quand il dit à Céline qu'il est en déplacement, il est là-bas. Et quand il dit à cette Valérie qu'il part travailler à Lyon, il rentre chez Céline. C'est un monstre à 2 têtes. Le silence à l'autre bout de la ligne laissa deviner que le notaire assemblait les dernières pièces du puzzle. C'est presque une aubaine, dit-il enfin. Nous allons pouvoir le cueillir en flagrant délit. Mesdames, verrouillez la porte et attendez. Dès que je serai sur place avec la gendarmerie, nous irons ensemble à Saint-Clément pour le débusquer. Nous vous attendons, conclut Céline. Elle raccrocha et s'effondra sur une chaise de la cuisine. Le cahier serré, contre elle, Thérèse la regardait avec un mélange d'effroi et de profond respect. Vous êtes une femme redoutable. Ma fille, murmura-t-elle. Je n'en sais rien. Thérèse, répondit Céline sans quitter le carnet des yeux. Tout ce que je sais, c'est que je veux que justice soit faite pour Rose. Les 5 heures d'attente furent une torture. Céline fut incapable d'avaler quoi que ce soit. Malgré l'assiette de charcuterie que Thérèse lui avait préparée, elle se contenta de boire une tasse de tisane qui avait eu le temps de refroidir. Elle restait prostrée. Raide, relisant inlassablement le journal de sa belle-mère, mémorisant chaque ligne de détresse, chaque appel au secours, jusqu'à ce que la douleur de ses mots se transforme en acier trempé, dès que l'angoisse pointait. Elle relisait la dernière phrase. Punis-le. Ne le laisse pas gagner. Cette supplique était devenue son armure. Thérèse faisait les 100 pas, écartant régulièrement le rideau Vichy de la fenêtre, redoutant de voir la berline de Marc apparaître au bout de la rue. Dehors, le soleil déclinait lentement sur les toits d'ardoise, indifférent à la tempête qui grondait en contrebas. Vers 4 heures de l'après-midi, des bruits de moteurs rompirent le silence. Du village, pas une, mais 2 voitures banalisées s'arrêtèrent devant la maison de Thérèse. Elle jeta un œil par la fenêtre et s'exclama « Ils sont là !» Céline se leva d'un bond. Ses jambes ne tremblaient plus. Elle pressa le cahier contre son cœur. On frappa 3 coups secs à la porte. Thérèse ouvrit. Sur le pas de la porte se tenait maître Dumas, le visage rougi par la fatigue et la colère contenue, flanqué de 2 gendarmes en uniforme. L'air grave. « Madame », salua le notaire. « Nous y sommes. Le procureur a été prévenu. La brigade de recherche est saisie. » Céline opina du chef. « Quel est le plan ? » « Nous allons immédiatement à Saint-Clément. La gendarmerie va procéder à son interpellation. Je vous suggère de rester ici. »« You voice » le coupa-t-elle. Catégorique. « Je veux être là. Je veux qu'il me regarde dans les yeux. Je veux qu'il sache que c'est moi qui ai abattu son château de cartes. » L'officier ministériel la regarda un long moment. Il n'y vit aucune hystérie. Seulement une détermination glaciale. « Très bien, » concéda-t-il. « Mais vous restez, derrière les militaires. » Le trajet jusqu'à Saint-Clément fut d'une courte durée, à peine 20 minutes, sur les routes départementales. Céline avait pris place à l'arrière du véhicule, de maître Dumas. Aux côtés de Thérèse, qui avait tenu à l'accompagner, le véhicule de gendarmerie ouvrait la marche. Personne ne prononça un mot. Céline regardait défiler les champs de tournesol et le ciel qui virait doucement à l'orange. En entrant dans le lotissement de Saint-Clément, Thérèse pointa le doigt vers l'horizon. C'est celle-là. Le pavillon gris anthracite avec les jeux d'enfants,
Devant, la maison de Marc à Saint-Clément était l'exact opposé de la bâtisse en pierre, de Rose. Elle ne se dissimulait pas derrière un haut portail. C'était une villa, contemporaine cubique, exhibant de grandes baies vitrées. Le jardin avant, ouvert sur la rue, était parsemé d'un portique de balançoires, de tricycles et d'une petite cabane en plastique. Le cliché absolu de la jeune famille épanouie, les véhicules s'arrêtèrent à quelques dizaines de mètres. Il était là. Marc. Aîné, polo de marque et bermuda beige. Paraissait rajeuni. Détendu, il riait haut, éclat en poussant la balançoire sur laquelle le petit Léo s'égosillait de joie. Sur la terrasse en bois composite, installé dans un fauteuil d'extérieur. C'est, trouvait Valérie, la femme des photos, sirotant un thé glacé avec un sourire. Béa, une véritable carte postale du bonheur. Si l'on ignorait que les fondations de cette maison reposaient sur le cadavre de Rose. Céline ouvrit la portière avant même que le véhicule ne soit totalement immobilisé. « Madame. »« Attendez » lança le notaire. Mais elle marchait déjà d'un pas militaire, vers le muret de la propriété. Marc entendit le crissement des graviers et se retourna. Le sourire encore figé, sur les lèvres. Lorsqu'il reconnut Céline, son visage se décomposa, pendant une fraction de seconde. On aurait dit qu'il voyait un fantôme. Il lâcha la balançoire, qui manqua de percuter Léo, lequel poussa un cri de surprise. « Céline » murmura Marc, la gorge sèche, livide, sur la terrasse. Valérie se leva brusquement, l'air complètement perdu. « C'est qui ? Cette femme ?»« Marc ?» demanda-t-elle en posant son verre. Marc resta muette, tétanisé. Céline s'arrêta à 2 mètres de lui. Seul le portique les séparait. Le petit Léo la fixait de ses grands yeux. Ces fameux yeux qui étaient la copie conforme de ceux de son père. « Tu disais, » commença Céline d'une voix cristalline et implacable, « que tu étais en déplacement pour le travail. Loin. Très loin. Tu devais partir 1 semaine. N'est-ce pas ?» Il avala sa salive avec difficulté. « Céline. Ce n'est pas ce que tu crois. Je peux tout expliquer. »« Ah oui ?» ricana-t-elle sèchement. « Par quoi vas-tu commencer ? La fausse charpente qui dure depuis 7 ans ? Les fausses factures chez Leroy Merlin ? Ou bien ta femme, soi-disant mourante d'une maladie orpheline à Lyon ?» Valérie plaqua ses 2 mains sur sa bouche, dévala les marches de la terrasse et s'approcha. « Marc, de quoi elle parle ? Tu m'as juré que ta femme était décédée dans un accident il y a 5 ans. Tu m'as dit que tu étais veuf. » Céline termina la phrase de Valérie, sans détacher son regard de Marc. « M'appelle Céline. Je suis bel et bien vivante. Et je suis son épouse légitime. » Valérie vacilla. Ses jambes semblèrent se dérober. « Non. » « C'est impossible. » Marc bascula dans la panique la plus totale. Ses yeux passaient frénétiquement, d'une femme à l'autre. « Valérie. » « Ne l'écoute pas, Céline. S'il te plaît, rentrons à l'intérieur. Ne fais pas un scandale devant le gamin. » Il fit un pas, en avant, et tenta de saisir le bras de Céline. Elle recula vivement, comme si son contact était venimeux. « Ne me touche pas, hula-t-elle » sa voix explosant, enfin, chargée de 8 années de mensonges et de répulsion. À cet instant précis, Maître Dumas et les 2 gendarmes franchirent le muret de la propriété. En apercevant les uniformes, Marc eut un mouvement de recul, instinctif. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une affaire de famille. Tchane, vous regarde pas. Une affaire de famille ? Répéta Céline en s'avançant vers lui. Séquestrer ta propre mère. Lui retirer ses médicaments pour le cœur. La laisser agoniser sur un lit d'hôpital, pendant que tu jouais au papa poule ici. Avec l'argent de ça, succession. C'est ça que tu appelles une affaire de famille ? March hula.
Tu es complètement folle. Tu inventes tout. Céline brandit le vieux cahier corné. Ça aussi. C'est moi qui l'ai inventé, d'un geste plein de rage. Elle le lui jeta en pleine poitrine. Le carnet heurta, Marc et tomba ouvert à ses pieds, dévoilant l'écriture tremblante et désespérée de Rose. Ta mère t'envoie le bonjour depuis la morgue. Marc, siffla Céline d'une voix coupante. Procédait à l'interpellation. Ordonna maître Dumas avec autorité. Les 2 gendarmes fondirent sur Marc et lui saisirent fermement les bras. Lâchez-moi. Vous n'avez pas le droit. Je n'ai rien fait, beugla-t-il. C'est, débattant comme une bête prise au piège. Monsieur, déclara l'un des gendarmes d'un ton officiel. Vous êtes placé en garde. Abus pour faux et usage de faux en écriture publique. Abus de faiblesse. Escroquerie. Et délaissement d'une personne hors d'état de se protéger, ayant entraîné la mort. Valérie laissa échapper un cri strident et s'effondra sur le gazon synthétique, serrant contre elle le petit Léo qui hurlait de terreur en voyant son père, menotté et plaqué contre le capot de la voiture. Avant d'être engouffré à l'arrière du véhicule de gendarmerie, Marc fusilla Céline du regard. Il n'y avait pas l'ombre d'un remords dans ses yeux. Seulement, une haine viscérale. Toi, cracha-t-il. Tu viens de foutre ma vie en l'air. Céline soutint son regard sans ciller. Non. Marc, tu as bousillé ta propre vie. Tu as tué ta mère. Tu as détruit la mienne et celle de cette fille. Aujourd'hui, c'est l'heure de payer l'addition. Elle le regarda se débattre tandis qu'on le poussait sur la banquette arrière. La portière claqua avec un bruit sourd et définitif. Les gyrophares s'illuminèrent. Et la voiture démarra en trombe, emportant avec elle l'homme qui avait été son mari, et qui n'était plus, à ses yeux, qu'un criminel pathétique. Le silence qui retomba sur le jardin fut pesant, seulement rompu par les sanglots hystériques de Valérie et les pleurs du petit garçon. Céline reste, plantée là, sentant l'adrénaline retomber brusquement. Laissant place à un épuisement vertigineux, le notaire s'approcha d'elle. « Tu vas Allah. »« Madame » demanda-t-il avec bienveillance. Elle acquiesça faiblement. Elle s'approcha de Valérie, toujours recroquevillée, sur l'herbe autour de l'enfant, et s'accroupit à sa hauteur. « Qu'est-ce qu'il t'avait raconté ?»« Exactement ?» demanda Céline d'une voix dénuée d'agressivité. « Il faut que je sache jusqu'où allait sa folie. » Valérie leva des yeux rougis, le mascara coulant sur ses joues. « Il m'a dit qu'il s'appelait Marc Laurent, qu'il était chef d'entreprise, qu'il avait perdu sa femme dans un accident de voiture, il y a des années, que sa mère, Rose, souffrait de démence sénile, qu'elle était dangereuse, qu'elle me détestait, et que c'était pour ça que je n'avais pas le droit de la voir. Il disait qu'il gérait lui-même ses traitements parce qu'elle refusait de se soigner. Sa voix se brisa. Céline échangea un regard éloquent avec le notaire. « Il t'a manipulé de A à Z, » murmura-t-elle. « Il s'est servi de toi pour parachever son œuvre. Toi, moi, Léo, Rose. » Nous n'étions que des pions sur son échiquier. Maintenant, c'est à toi de choisir. Soit tu continues de le couvrir, soit tu dis toute la vérité à la gendarmerie pour que justice soit faite. Le regard de Valérie s'emplit d'une terreur nouvelle, mais aussi d'une lueur de lucidité. Qu'est-ce que je dois faire ? Tout raconter aux enquêteurs. Intervint maître Dumas. Depuis quand vous êtes installé ici, ce qu'il vous disait sur son épouse, sur sa mère, ce que vous avez vu dans la maison de Beaumont-les-Vignes, ce qu'il faisait avec les médicaments, votre coopération jouera en votre faveur. Madame, sans cela, et vous, à risquer d'être poursuivi pour complicité de séquestration. Valérie acquiesça frénétiquement, serrant Léo contre elle comme si on allait lui arracher. Je le ferai, sanglota-t-elle.
Je raconterai tout. L'affaire fit l'effet d'une bombe à Beaumont-les-Vignes, à Saint-Clément, et jusqu'à Lyon. L'histoire fit la une de la presse régionale et des journaux télévisés. Un homme d'affaires séquestre sa propre mère pour financer sa double vie. L'instruction judiciaire rassembla méthodiquement toutes les preuves que Céline et le notaire avaient mises au jour. Le journal intime de Rose devint la pièce, maîtresse du dossier, relatant jour après jour le harcèlement, la contrainte pour signer les pouvoirs bancaires et la suppression calculée des médicaments cardiologiques. Les tickets de caisse de Leroy Merlin et les relevés de compte démontrèrent le détournement massif des fonds de Rose vers la construction de la Geigne. Villa de Saint-Clément. Les témoignages de Thérèse et du médecin de famille confirmèrent l'isolement de la victime et la mise en scène macabre des obsèques, ce qui finit par sceller le sort de Marc devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme. Ce fut le témoignage de Valérie. À la barre, en larmes, elle raconta comment Marc balayait d'un revers de main les plaintes de Rose lorsqu'elle souffrait de douleurs thoraciques, comment il affirmait que les personnes âgées simulaient pour attirer l'attention, comment il avait jeté les pilules pour le cœur pour les remplacer par des compléments vitaminés. Enavonit. Assurant que le cardiologue l'avait recommandé, elle décrivit les scènes de chantage et la façon dont il utilisait le nom de Céline comme menace, dans un silence de cathédrale. Le président de la cour donna lecture de la guille. Dernière page du carnet. Céline. Punisse-le. Pas un seul juré ne put retenir son émotion. Marc, fidèle à son narcissisme, tenta le tout pour le tout. Il avait engagé des avocats pénalistes réputés et tenta de faire passer Valérie pour une manipulatrice, intéressée. Essaya de prouver que sa mère était psychiatriquement instable. Il pleura même à la barre, jurant sur la tête de son fils qu'il l'adorait et qu'il avait fait de son mieux pour la maintenir à domicile. Mais ses larmes sonnaient, creux face à l'encre tremblante de sa mère et à la froideur des relevés. Banxer. Le verdict tomba. Implacable. Reconnu coupable d'abus de faiblesse aggravée, d. faux en écriture, d'escroquerie et de délaissement d'une personne vulnérable ayant entraîné la mort. La condamnation fut lourde. 15 ans de réclusion, criminelle, avec annulation rétroactive de tous les actes notariés signés sous la contrainte, et saisie de l'ensemble de ses avoirs. Le jour même où le verdict fut prononcé, Céline déposa une requête en divorce. Pour faute, elle ne réclama pas de prestations compensatoires. Elle ne voulait pas un seul centime qui aurait pu être sali par les agissements de Marc, avec l'aide de Maître Dumas. Les dernières volontés de Rose furent rétablies. Les tribunaux homologua le testament initial. Et Céline hérita, comme le souhaitait sa belle-mère, de la magnifique bâtisse de Beaumont-les-Vignes, la villa cubique de Saint-Clément, construite avec l'argent détourné, fut saisie et mise aux enchères par l'État. Valérie, grâce à sa coopération pleine et entière avec la justice, écopa d'une condamnation avec sursis et put refaire sa vie loin de la région. Céline avait d'ailleurs personnellement demandé à Maître Dumas de s'assurer que la jeune femme et le petit Léo ne se retrouvent pas à Laquais. Vreux. Un petit appartement leur fut trouvé en banlieue clermontoise. De quoi repartir à zéro. Una impasse. Le village de Beaumont-les-Vignes avait retrouvé sa sérénité. La grande maison, au fond de la ruelle pavée, celle qui avait abrité l'horreur, avait fait peau neuve. L'imposant portail électrique, symbole de séquestration, avait été démonté et remplacé par une murette en pierres apparentes surmontée de chèvrefeuilles. La porte d'entrée en chêne restait grande ouverte la majeure partie de la journée, laissant circuler la brise d'été et les rires cristallins. Céline, et vêtue d'une robe légère, arrosait désormais les massifs d'hortensia et les rosiers avec un soin infini. Elle avait démissionné de sa vie lyonnaise. Elle avait trouvé la paix ici, entre les murs de la femme qu'elle n'avait pas pu chérir de son vivant, mais dont elle honorait désormais la mémoire dans chaque recoin de la bâtisse. À l'intérieur, l'odeur persistante d'hôpital et de confinement avait été chassée, depuis longtemps. Dans le salon,
Les dizaines de portraits à la gloire de Marc avaient fini dans l'incinérateur municipal. À leur place, des toiles lumineuses, des aquarelles de paysages auvergnats. Mais c'est la chambre du fond qui avait subi la transformation la plus radicale. Le lit médicalisé et la potence avaient été donnés à la Croix-Rouge. Les murs, bleu pastel, témoins du chantage affectif de Marc, avaient été recouverts d'un blanc cassé chaleureux. Les lourds rideaux avaient cédé la place à des voilages, en lin laissant entrer le soleil à flots. Là où s'entassaient autrefois les boîtes de tranquillisants et les bouteilles d'oxygène, se dressaient désormais de grandes bibliothèques en bois clair, débordant de romans de chevalerie, d'albums illustrés et de bandes dessinées. Hause, sol, de gros tapis moelleux et des poufs colorés invitaient à la paresse. C'était devenu une salle de lecture. Les enfants du village venaient s'y, à réfugier le mercredi après-midi, dévorant les livres avec avidité. Au-dessus du chambranle de la porte, Céline avait fait fixer une belle plaque en laiton gravé. Bibliothèque rose. La connaissance est une lumière. Chaque fois qu'elle passait devant cette plaque, Céline sentait son cœur s'apaiser un peu plus. En fin d'après-midi, Thérèse traversa la pelouse avec un plateau chargé de tasses fumantes et d'une assiette de chouquettes fraîchement sortie du four. Ça commence à se rafraîchir. Ma fille, viens boire une bonne tisane à l'intérieur, avant de prendre froid, lança-t-elle avec un sourire malicieux. Céline se retourna vers elle. Et pour la première fois depuis des années, un sourire d'une pureté absolue illumina son visage. J'arrive. Thérèse. Jay, profite juste encore un peu de la musique, répondit-elle en tournant le regard vers la grande fenêtre ouverte de la bibliothèque, d'où s'échappait le brouhaha, joyeux de deux enfants, qui se disputaient le dernier tome d'Harry Potter. Elle avait tenu la promesse faite à Rose. Marc payait le prix fort pour ça, barbarie dans une cellule de la prison de Riom. Et cette maison, qui avait été le théâtre silencieux d'un lent assassinat, était devenue un sanctuaire de vie et de partage. Céline respirait enfin, et chaque page qui se tournait dans cette petite bibliothèque résonnait comme une prière exaucée pour la vieille dame qui lui avait réclamé justice depuis les dernières lignes d'un cahier d'écolier. Si vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin de cette histoire, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à la place de Céline. Et si vous aimez ce genre de récits empreints de mystère, n'oubliez pas de soutenir la vidéo avec un j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. L'histoire qui arrive est encore plus déconcertante.